Dans les années 2000 à la WWE, on a vu beaucoup de catcheurs très talentueux apparaître et commencer une petite ascension qui semblait les destiner à de grandes choses, avant de voir leur progression être stoppée d'un coup pour les faire sombrer dans l'oubli et les mener hors de nos écrans. C'est le cas de certains catcheurs dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, comme Carlito et John Morrison, ou dans des exemples plus récents, Sin Cara et Evan Bourne, mais c'est aussi et surtout le cas d'un catcheur que j'ai personnellement toujours adoré et dont j'aurais aimé voir beaucoup plus, Shelton Benjamin. Les raisons de l'échec de Shelton, elles sont multiples. Mais avant de parler de la fin de sa carrière à la WWE avec ses apparitions les plus récentes et les nombreuses déceptions qu'on a connues, on va revenir à ses débuts dans l'entreprise au moment où tout allait bien. Pour ça, il faut revenir au début des années 2000. À l'époque, Shelton est un lutteur amateur de renom à tel point qu'il envisage une participation aux Jeux Olympiques et il s'entraîne avec les athlètes les plus talentueux de l'époque, notamment un certain Brock Lesnar. Alors, vous le savez, sa carrière ne va pas se poursuivre dans ce sport, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui, mais avec toutes les bases qu'il développe là-bas et avec ses qualités athlétiques incroyables, il devient très vite un prospect très intéressant pour la plus grande entreprise de catch américaine, la WWE. Il est donc rapidement recruté par le centre de développement de l'entreprise et il commence à s'entraîner là-bas pendant plusieurs années, mais là où ça devient intéressant pour nous, c'est 2 ans plus tard, en fin d'année 2002. Ce jour-là, on est le 26 décembre 2002, Kurt Angle est champion de la WWE depuis 2 semaines à peine, et il apparaît à SmackDown pour se plaindre de l'attaque qu'il a subie la semaine passée. En même temps, il a de quoi, le champion a la jambe en morceaux et son seul associé à ce moment-là c'est Paul Heyman, donc face à Brock Lesnar, il a honnêtement très peu de chances de s'en sortir. Et pourtant, justement, c'est précisément grâce à Paul Heyman qu'on va voir les débuts de l'homme dont on parle aujourd'hui. Parce que si l'ancien dirigeant de la ECW n'est pas du tout un combattant et que donc il peut pas empêcher Lesnar de récupérer le titre de son protégé, il est par contre un excellent businessman et il sait exactement quoi faire pour venir en aide à Kurt Angle. En fait, le champion de la WWE n'a besoin que d'une chose pour revenir au sommet et pour vaincre Brock Lesnar, il a juste besoin de Holly. Mais attention, parce que si Kurt Angle a évidemment besoin d'énergie et qu'il peut compter sur le Raspberry Raptor comme d'habitude, à ce moment-là, il a surtout besoin de s'hydrater. Ben oui, le pauvre, ça fait un moment qu'il catch, et s'il s'est blessé, c'est juste parce qu'il avait besoin d'être plus hydraté, comme vous tous d'ailleurs. Mais bon, vous inquiétez pas, heureusement pour lui et pour vous, Holly a sorti récemment 3 nouvelles saveurs dans la gamme hydratation, avec le goût coco, ananas et l'incroyable goût cerise qui est clairement mon favori et que je vous conseille fortement. Comme d'habitude, ces nouveaux goûts sont sans sucre et sans arôme artificiel, ils contiennent bien sûr des électrolytes qui contribuent à la bonne hydratation de votre corps, et ils sont toujours aussi intéressants pour faire des économies parce que vous avez 50 portions pour seulement 39,99€. Évidemment, vous pouvez toujours profiter de mon lien dans la description et du code MonsieurHawkin5 pour 5€ de réduction sur votre première commande, et si vous êtes un habitué, que vous voulez refaire du stock, découvrir de nouvelles saveurs ou simplement que c'est plus intéressant pour vous, vous avez le code MonsieurHawkin qui vous offre 10% sur toute la boutique. Donc n'attendez plus, découvrez Holly avec leur pack découverte grâce à mon lien dans la description et surtout régalez-vous de la gamme hydratation, le goût ananas j'en ai pas parlé mais c'est aussi une régalade et coco est très bon aussi. Et sur ce, on va pouvoir revenir à l'histoire de Shelton Benjamin. Parce que du coup, non, évidemment, Paul Heyman, il est pas sponsorisé au lit, le code Heyman5, il n'existe pas, encore une fois, n'essayez pas. Mais par contre, ça reste un excellent dénicheur de talent, et donc ce soir, il introduit la Team Angle qui va pouvoir venir en aide aux champions. On voit donc 2 hommes venir au ring avec la musique de Kurt Angle, et à ce moment-là, personne ne sait qui ils sont, mais très vite, Paul Heyman peut les présenter. D'un côté, on a un multiple fois All-American en lutte amateur et un combattant qui va être construit à l'image du médaillé olympique Kurt Angle, Charlie Haas. De l'autre, pour rendre cette histoire avec Lesnar très personnelle, on a un lutteur en provenance de l'université du Minnesota, d'où vient également Brock Lesnar, l'ancien coéquipier du rival de Kurt Angle, un homme qui a réussi à mettre le monstre au sol plusieurs fois lors de leurs affrontements, et qui lui aussi est plusieurs fois All-American, Shelton Benjamin. Ça y est, avec ça, la Team Angle est officiellement présentée au champion de la WWE qui est un petit peu surpris mais quand même franchement content, et sous les huées de la foule, une nouvelle équipe vient de faire ses débuts à la WWE. Les 2 hommes ne vont pas tarder à faire parler d'eux puisqu'ils débarquent dans le main event pour détruire Chris Benoit qui venait de devenir challenger numéro 1 au titre de Angle, et la semaine suivante, Charlie Haas et Shelton Benjamin font leur début dans le ring à la WWE en affrontant Edge et Chris Benoit. Rapidement dans le combat, Shelton fait son entrée dans le ring pour se confronter à Benoit et les deux ont un échange de lutte amateur dans lequel Shelton n'a pas l'occasion de montrer grand chose puisque malheureusement il est très vite dominé par son adversaire. L'arrivée de Edge dans le ring ne lui permet pas de revenir et il faut attendre une intervention de son partenaire pour que enfin les 2 hommes puissent montrer de quoi ils sont capables. Ils ont tous les deux de belles combinaisons en équipe pour révéler leur niveau athlétique impressionnant, ils isolent Edge à merveille pour garder l'avantage dans le combat, mais malheureusement l'arrivée de Chris Benoit les remet en difficulté et ils finissent par perdre le combat par disqualification après l'intervention de leur mentor. Bon, c'est clair qu'en termes de début, on a vu mieux, parce que les deux ils ont pas énormément l'occasion d'exposer leur talent dans le ring et ils sont clairement au second plan de la rivalité entre Angle et Benoit, mais heureusement tout ça va très vite changer.
Déjà, les deux participent au Royal Rumble 2003, et même s'ils font une performance plutôt oubliable ce soir-là, ça reste leur première apparition en pay-per-view, mais surtout, Shelton Benjamin va revenir le 23 janvier pour avoir son premier combat en 1 contre 1. Ce soir-là, il a un match face à Edge et il peut enfin montrer l'intégralité de son talent avec des prises de lutte et des souplexes très cool et fluides, mais aussi avec des prises de catch qui montrent qu'il est un combattant hyper complet. Ce match, c'est un petit peu un test pour le nouveau venu parce que même s'il montre de belles choses et qu'il passe très proche de la victoire avec une belle combinaison, Edge finit quand même par revenir et le découpe avec un spear pour remporter le match et gâcher les débuts en solo du membre de la Team Angle. À ce moment-là, on est environ 1 mois après les débuts de Shelton à la WWE et pour l'instant, on pourrait croire qu'il est simplement le bras droit de Kurt Angle qui n'ira jamais loin. Mais heureusement, dès la semaine suivante, tout change très rapidement puisque Ace et Benjamin viennent à bout de Edge et Chris Benoit pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe. Du coup, du jour au lendemain, l'équipe devient bien plus sérieuse grâce à cette victoire et ils font donc leur entrée lors du SmackDown du 6 février 2003 pour affronter Eddie et Chavo Guerrero et tenter de remporter leur première ceinture à la WWE. Ce soir, les 4 hommes vont avoir un très bon match par équipe d'environ 15 minutes dans lequel tous les catcheurs vont pouvoir briller à leur manière et au terme de ce grand affrontement, Charlie Haas profite d'une erreur de Eddie Guerrero qui tente le tomber sur le mauvais adversaire pour lui placer un roll-up et lui river les épaules pour donner la victoire à son équipe. C'est donc après 1 mois d'activité que Shelton Benjamin devient champion par équipe aux côtés de son partenaire, et mine de rien, c'est un moment très important pour sa jeune carrière. En plus, il revient dès la semaine suivante et vient cette fois-ci à bout de Eddie Guerrero dans un match 1 contre 1, ce qui marque sa première victoire en solo, et donc on a 2 plutôt bons débuts pour Shelton et Charlie Haas. A partir de là, vous l'avez compris, c'était bien lancé, même si Haas et Benjamin restent toujours très liés à Kurt Angle puisqu'ils sont toujours ses associés, et même s'ils subissent de nombreuses défaites dans les semaines suivantes, notamment en pay-per-view et dans des matchs handicap, ils participent tout de même à une histoire majeure et restent malgré tout champions par équipe du côté de SmackDown. Alors, c'est sûr qu'avec tout ça, ils vont pas défendre leur titre très souvent, mais au moins quand ils les défendent, c'est pour de grosses occasions, puisque leur première défense télévisée a lieu sur la plus grande scène du monde, lors de WrestleMania 19. Pour leur premier combat dans le show le plus important de la WWE, Shelton et Charlie font une nouvelle fois une bonne impression, en ayant un match franchement sympa qu'ils vont en plus remporter, avec cette fois-ci Shelton qui réussira à couvrir Rhino pour conserver les ceintures. Après ça, Haas et Benjamin restent aux côtés de Kurt Angle pendant encore plusieurs semaines, luttant régulièrement à SmackDown dans des matchs par équipe mais aussi en solo, et après avoir défendu leur ceinture une fois de plus lors de Backlash, Shelton et son partenaire finissent par les perdre lors de Judgment Day, au profit de Eddie Guerrero et Tajiri. Mais bon, si on pourrait penser que cette défaite est décevante, finalement elle est pas très importante dans l'histoire. Déjà, le match est encore une fois excellent, et même si Eddie et Tajiri n'y sont pas pour rien, ça montre encore le talent des 2 jeunes lutteurs, mais en plus, cette défaite et le retour de Kurt Angle 2 semaines plus tard va mener à la séparation des 3 hommes. En fait, à son retour, Kurt Angle devient face, c'est-à-dire apprécié par les fans, et pour garder la rivalité entre les champions et la Team Angle, Shelton et Charlie vont dire à leur mentor qu'ils en ont marre d'être ses laquais, ce qui mène évidemment à l'explosion du clan qui avait été créé quelques mois plus tôt. Malgré ça, Shelton et Charlie vont rester en équipe et ils réussissent même à récupérer les ceintures 3 semaines plus tard, ce qui leur permet de reprendre leur run en équipe et cette fois-ci de voler de leurs propres ailes. Et pour moi, la WWE a pris la décision parfaite. Je sais qu'aujourd'hui, Shelton Benjamin est pas d'accord, il considère que la Team Angle a été cassée trop tôt, mais personnellement, je trouve que c'est plutôt cool. On avait découvert Shelton Benjamin et Charlie Haas grâce à Kurt Angle, donc ils ont très vite pu s'établir, mais maintenant, on voulait les voir faire leur vie et juste gérer leur règne de champion, donc pour ça, il fallait qu'ils se débarrassent de leur mentor. Du coup, à partir de là, les deux changent de nom et ils deviennent la meilleure équipe du monde, littéralement, c'était leur nom, et ils continuent d'apparaître à SmackDown pour conclure leur rivalité avec Kurt Angle avant de défendre leur ceinture lors de Vengeance. L'été continue alors parfaitement pour les deux catcheurs qui ont un run vraiment sympa, et même s'ils perdent les titres mi-septembre et qu'ils disparaissent des écrans pour permettre à Shelton de soigner une blessure, ils reviennent 1 mois plus tard et continuent leur parcours dans la division par équipe. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, la WWE est en train de rentrer dans une nouvelle ère, et elle a donc besoin de nouveaux talents. Et si on a déjà des noms comme Randy Orton ou John Cena qui sont pressentis pour être les futures grandes stars de la WWE, l'entreprise a aussi besoin de catcheurs pour occuper son excellente division par équipe, et Shelton et Charlie sont pour moi les candidats parfaits. Du coup, il n'y a pas de raison de les séparer, ils se débrouillent toujours très bien, ils sont excellents dans le ring et ils peuvent doucement progresser au micro puisqu'ils ne sont pas dans des rivalités majeures qui attendent d'eux un niveau exceptionnel, et ils entament donc l'année 2004 exactement comme ils ont conclu l'année précédente. Seulement voilà, à côté de ça, Shelton lui il combat pas mal en solo à l'approche de WrestleMania, et donc la WWE commence à voir un grand potentiel en lui. Du coup, après avoir perdu leur match pour les titres par équipe à WrestleMania 20, les deux hommes se séparent suite à l'envoi de Shelton du côté de Raw, l'autre branche de la WWE, et son ascension en solo va enfin pouvoir commencer. Parce que oui, faire équipe avec Charlie Haas et Kurt Angle c'était très cool, remporter plusieurs titres par équipe c'était une bonne idée, mais Shelton avait un truc en plus. En termes de capacité dans le ring, c'était clairement un des meilleurs de l'époque.
Son passé de lutteur et d'athlète lui permettent d'avoir une agilité et une rapidité inégalables, et la WWE avait évidemment l'intention de capitaliser là-dessus. Du coup, lors du Raw du 29 mars 2004, Shelton Benjamin se fait attaquer par Triple H dans les vestiaires pour s'être moqué de lui lors de la draft, et grâce au conseil de Stone Cold Steve Austin, une légende de l'entreprise, le jeune catcheur décide de défier Triple H à un match 1 contre 1 pour essayer de se faire un nom. Et justement, se faire un nom, c'est précisément ce que Shelton va réussir à faire. Pour son tout premier soir à Raw, l'ancien membre de la Team Angle fait son entrée pour affronter Triple H dans le main event du show, le dernier combat et le plus important de la soirée, et vous allez voir que ce moment est juste inoubliable. En fait, pendant tout le combat, Triple H va prendre Shelton de haut puisqu'il le voit comme un nouveau venu largement plus faible que lui, et pourtant, à la surprise de tout le monde, au terme d'un long match de près de 20 minutes dans lequel Shelton brille encore en ayant un immense soutien des fans, il surprend Triple H qui était distrait par Chris Benoit et lui rive les épaules par surprise pour remporter le match le plus important de sa jeune carrière. Pour moi, c'était juste la meilleure idée possible. Faire débuter un catcheur comme ça en lui donnant une victoire contre un des plus grands noms de l'entreprise, c'est juste parfait. Je veux dire, quand tu regardes du catch, c'est ce genre de choses que tu veux voir, tu veux être surpris, tu veux que le spectacle profite de son aspect scénarisé pour raconter des moments importants et impensables comme celui-là. Et donner une victoire surprise à un jeune sur un vétéran, pour moi, c'est juste excellent. Et d'ailleurs, malheureusement, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça à la WWE, et je trouve que ça manque. D'ailleurs, si vous avez des idées de jeunes catcheurs qui pourraient battre des noms établis par surprise pour créer un grand moment, comme par exemple Bronson Reed, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je pense que ça fera un bon sujet de vidéo. Mais bon, pour revenir sur Shelton, son histoire après ça, elle est très loin d'être finie. Il revient dès la semaine suivante pour s'adresser à Triple H et le défier à nouveau avant de le battre par décompte à l'extérieur quelques minutes plus tard, ce qui lui vaudra de se faire passer à tabac par l'évolution évidemment, et il continue alors semaine après semaine sa rivalité contre le groupe le plus puissant de Raw, pour faire des débuts extrêmement impressionnants. Avec cette rivalité, il obtient même un match de pay-per-view contre la légende Ric Flair lors de Backlash, où il débute avec sa fameuse musique de l'époque qui est juste un classique, et encore une fois, pour choquer le monde et se faire un nom dans l'entreprise, le jeune catcheur vient à bout du 16 fois champion du monde, pour marquer sa première victoire en 1 contre 1 en pay-per-view. Après cette victoire, Shelton ne s'arrête pas, il revient pour venir à bout de l'évolution dans un 3 contre 3, il affronte encore Triple H mais le match est interrompu par Shawn Michaels, et 3 semaines plus tard, il vient à bout du jeune prodige de l'évolution, Randy Orton. Avec tout ça, vous le voyez, Shelton a battu les 3/4 de l'évolution et il ne lui manque donc plus que l'animal Batista à ajouter à sa liste. Mais bon, malheureusement pour lui, le grand projet de l'entreprise à l'époque, c'est justement cet homme, et donc Batista réussit à le battre en 5 minutes pour mettre un tout petit frein à l'ascension de Shelton. Parce que, en vrai je dis ça, mais soyons honnêtes, les débuts de Shelton à Raw, ils sont tout simplement incroyables. Battre autant de grands noms ou futurs grands noms en quelques mois à peine, ça a rarement été fait dans l'histoire, et j'avais jamais remarqué que ses débuts étaient aussi cool. Alors, certes, lors de Bad Blood, il perd son match contre Randy Orton alors qu'il avait la possibilité de remporter le titre intercontinental, mais à part ça, ces quelques mois restent juste absolument dingues. Bon, après tout ça, c'est quand même à nuancer, parce que même si la WWE semble miser beaucoup sur lui, Shelton a encore de nombreux progrès à faire, et on y reviendra, parce que c'est clairement la raison de son échec, et donc il alterne entre Heat, le 3e show de la WWE qui sert à entraîner les catcheurs aux produits télévisés, et Raw où il combat dans divers matchs à plusieurs. Alors, à ce moment-là, on pourrait se dire que Shelton va s'éloigner des shows principaux pour continuer à progresser petit à petit, mais ça, c'était sans compter sur un pay-per-view très spécial de l'époque. Et oui, en 2004, la WWE tente pour la première fois le concept Taboo Tuesday, un pay-per-view dans lequel les fans ont la possibilité de voter pour tous les combats de la soirée, et en l'occurrence, ce soir ils peuvent choisir l'adversaire de Chris Jericho pour le titre intercontinental. Et justement, alors qu'ils ont le choix parmi énormément de catcheurs, dont certains des plus prometteurs de l'époque, comme Batista, les fans décident de soutenir en masse Shelton Benjamin, et c'est lui qui est choisi pour faire face à Jericho avec un total de 37% des voix. Bon, je sais qu'on peut remettre en doute la légitimité des votes de ce genre de show, mais en vrai, faut voir qu'à l'époque, la WWE s'arrangeait très bien pour mettre en avant les stipulations ou les participants qu'ils voulaient pour influencer les votes. Et en l'occurrence, si Batista faisait partie des favoris, Shelton avait aussi été très bien introduit à Raw, et donc il y avait de grandes chances qu'il gagne. Et du coup, avec tout ça, c'était parti. Pour la seconde fois de sa carrière et à sa grande surprise, Shelton Benjamin a une opportunité dans un match en 1 contre 1 en pay-per-view pour un titre de champion. Et ce soir-là, au terme d'un match très cool qui reçoit de bonnes réactions de la part des fans, Shelton vient à bout d'un des plus grands de la WWE et devient donc champion intercontinental. Et oui, j'ai précisé qu'il était surpris parce que c'est vraiment le cas. Les votes étaient tellement réels que Shelton n'avait pas la moindre idée qu'il avait une chance d'affronter Jericho. Il était convaincu que ce serait Batista. Du coup, quand il monte dans le ring et qu'il affronte le champion, il sait même pas qui va remporter le match, alors que vous le savez, le catch c'est scénarisé, donc généralement le résultat est convenu avant le début de l'affrontement. Et du coup, au moment où il rive les épaules de Jericho, il est aussi surpris que tous les fans présents sur place. Donc avec tout ça, franchement, j'y reviens une dernière fois, les débuts de Shelton à la WWE, ils sont quasiment parfaits.
Les premières semaines avec la Team Angle pour se présenter aux fans, le passage du côté des gentils à Raw avec les victoires impressionnantes contre l'Evolution, et maintenant 6 mois plus tard un titre amplement mérité qui permet encore de le faire progresser, franchement y a rien à dire, tout est parfait. Avec ça, Shelton se lance dans une petite série de victoires, il défend son titre contre Chris Jericho au lendemain de Taboo Tuesday et le conserve, il bat divers noms du roster pour continuer de se faire apprécier par les fans, il enchaîne avec une nouvelle défense lors de Survivor Series où il bat Christian, et il se dirige donc vers 2005, toujours champion intercontinental. Le début de l'année continue toujours aussi bien pour Shelton, puisqu'il défend son titre contre Snitsky à 3 reprises pendant le mois de février et réussit à le battre à chaque fois, et il arrive alors au mois de mars avec un règne de plus de 150 jours. On voit donc que la WWE est très contente du travail de Shelton, notamment grâce à son excellent niveau dans le ring, et du coup, pour continuer de le récompenser et de le mettre en avant, l'entreprise l'intègre au Money in the Bank Ladder Match lors de WrestleMania 21. Face à Edge, Chris Benoit, Chris Jericho, Kane et Christian, Shelton Benjamin semble clairement être en dessous en termes d'expérience, et pourtant il va sortir ce soir-là des spots absolument dingues qui vont marquer les fans à tout jamais, et très vite faire de lui un des spécialistes de ce combat. Bon, malheureusement, même s'il est clairement le catcheur du match, il ressort pas gagnant de ce combat, mais il garde quand même son titre intercontinental qu'il continue de défendre à plusieurs reprises après WrestleMania, et il continue de marquer les fans début mai en affrontant Shawn Michaels dans un match absolument dingue. Ce match, je m'en souviens encore parfaitement aujourd'hui alors que je suivais même pas le catch en 2005. Mais en fait, j'étais juste tombé dessus par hasard sur YouTube ou dans un DVD entre 2009 et 2010, et je me rappelle parfaitement de cette incroyable switch-in musique de fin de match qui est juste exceptionnelle. Du coup, si bien sûr Shelton a beaucoup de matchs cool dans sa carrière, notamment le Money in the Bank, je vous conseille vraiment d'aller voir celui contre Shawn Michaels parce que c'est une pure régalade, et c'est encore un combat qui contribue de faire apprécier Shelton Benjamin. Parce que oui, depuis qu'il est arrivé à Raw, il est toujours face, donc du côté des fans, mais malheureusement, comme il n'a pas le meilleur des niveaux au micro, il est obligé de se reposer uniquement sur ses qualités dans le ring pour réussir à se faire apprécier. Du coup, il continue de combattre quasiment chaque semaine, en défendant notamment son titre à plusieurs reprises, et il finit par se retrouver face à Carlito lors de la draft de 2005, dans un combat qu'il finit par perdre suite à une triche de son adversaire. Malheureusement, c'est cette défaite qui met un terme au règne historique de Shelton, qui avait depuis dépassé les 250 jours, l'un des règnes les plus longs de l'époque, et même s'il tente de le récupérer à 3 reprises, Shelton Benjamin n'arrive pas à revenir au sommet, et il se retrouve alors en difficulté. Oui, parce que si dans la plupart des cas, perdre son titre mineur, ça entraîne un catcheur vers la prochaine étape, c'est-à-dire le titre de la WWE ou celui de champion du monde poids lourd, là, c'est pas ce qui va se produire avec Shelton. Et oui, malheureusement, après avoir perdu la ceinture, il se met à enchaîner les défaites, notamment contre son ancien mentor, mais aussi contre des catcheurs franchement pas terribles, et jusqu'à la fin de l'année, tous ces matchs télévisés à Raw se solderont par des défaites, ce qui, vous vous en doutez, va finir par mener à un changement. Et ce changement, pour moi, c'est un peu une erreur. En fait, depuis qu'il est devenu champion intercontinental, Shelton n'a eu de cesse de sortir d'immenses matchs. À chaque fois qu'il gagnait, ou en tout cas la majorité du temps, c'était uniquement grâce à son immense talent. Il faut vraiment comprendre qu'à l'époque, c'est l'un des meilleurs catcheurs du roster. Il a un niveau incroyable dans tout ce qu'il fait dans le ring, il est rapide, agile, athlétique, puissant et technique. Bref, Shelton en 2004-2005, c'est juste le roi de ce monde. Et donc, au lieu de continuer dans cette voie, la WWE prend une décision extrêmement surprenante début 2006, puisqu'après l'avoir mis en difficulté avec cette série de défaites, il décide de faire débuter sa mère lors du premier Raw de l'année. Alors, non, c'est pas Rémi sa mère, et c'est pas littéralement sa mère non plus, mais dans l'histoire, ça l'est, et donc à partir de là, celle-ci va juste venir se plaindre des défaites de son fils, et elle va tout faire pour le remotiver à sa manière et le forcer à gagner des matchs. Et écoutez, ça va marcher. Alors, avec ça, Shelton passe évidemment du côté des méchants, parce que le personnage de fils à maman, il est pas forcément appréciable, mais ça lui permet de remporter son premier match depuis des mois, puisque grâce à sa mère et à une brique cachée dans son sac, il vient à bout de Viscera lors de New Year's Revolution. A partir de là, comme par miracle, Shelton se met à enchaîner les victoires, il bat Val Venis pour se qualifier pour le Royal Rumble, il réussit même à venir à bout du Big Show grâce à un décompte à l'extérieur suite à l'intervention de Triple H, et globalement, toutes ces victoires sont soit dues à une intervention extérieure, soit juste à l'aide de sa mère. Alors, c'est sûr que ça marche pas tout le temps, il perd quand même contre Shawn Michaels avec un nouveau match plutôt sympa mais quand même moins bon que leur précédent, et évidemment il ne gagne pas le Royal Rumble, mais il continue quand même à remporter de nombreux matchs pendant les semaines suivantes, à tel point qu'il retrouve le titre intercontinental en venant à bout de Ric Flair au mois de février. Bon, ok, la victoire elle est totalement due à la fausse attaque cardiaque de sa mère, mais quand même, Shelton retrouve de l'or avec ça, et même si ce côté un peu comique et détestable rend le personnage un peu moins cool, il reste toujours aussi fort dans le ring et il a encore l'occasion de le montrer à WrestleMania, puisqu'après s'être qualifié en battant Chavo Guerrero, il se dirige une fois de plus sur la plus grande scène du monde pour encore régaler dans un match excellent.
Alors, malheureusement, quand il arrive à WrestleMania, il n'est plus accompagné par sa mère, parce que la pauvre a des problèmes de cœur et qu'elle doit se faire opérer, ou alors elle se fait harceler sexuellement par des employés, visiblement, ce qui là pour le coup est bien réel et franchement tout de suite moins drôle. Et Shelton intègre donc le Money in the Bank, sans évidemment être au courant de tous ses problèmes malheureusement, et cette année c'est en particulier avec ce saut sur tous ses adversaires que le catcheur se fait remarquer. Bon, malheureusement, pour sa deuxième participation, Shelton ne réussit toujours pas à remporter la mallette et il se contente donc de défendre son titre jusqu'à Backlash, où il va le perdre contre Rob Van Dam dans un excellent match, titre contre mallette. Bon, heureusement, il va pas rester très longtemps les hanches vides, puisqu'il obtient une nouvelle chance dans un match très particulier quelques semaines plus tard et il reprend la ceinture, et il continue alors à évoluer dans le milieu de la carte, sans malheureusement grandement progresser. Et oui, le problème c'est ça, entre son talent, son heel turn, la présence très cool de sa mère et son retour avec le titre intercontinental, Shelton n'arrive quand même pas à exploser. Il reste le même catcheur qu'il était lors de son arrivée à Raw, c'est-à-dire un excellent combattant dans le ring avec des capacités folles, ce que d'ailleurs il va continuer à montrer lors de Vengeance, dans un triple menace contre Johnny Nitro et Carlito dans lequel il perd son titre, mais un personnage qui n'arrive malheureusement pas à montrer suffisamment de progression pour se diriger vers un titre mondial. Avec ça, il continue de tourner autour de la ceinture pendant l'été, mais il ne réussit pas à la reprendre, et il continue alors son année avec divers matchs 1 contre 1 et en équipe qui malheureusement ne le mèneront pas bien loin. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est pas le seul qui a plus trop de chemin tracé. Son ancien partenaire Charlie Haas, qui a eu nettement moins de succès, n'a pas non plus de grande rivalité à l'époque, et donc il décide de venir célébrer avec Shelton suite à sa victoire contre Super Crazy lors du Raw du 4 décembre, et l'année 2007 s'ouvre alors avec le retour de la World's Greatest Tag Team. Charlie Haas et Shelton Benjamin participent à leur premier pay-per-view ensemble depuis plusieurs années lors de New Year's Revolution, mais malheureusement ils perdent le combat, et ils continuent alors leur rivalité contre Cryme Time jusqu'à ce qu'ils réussissent à les battre quelques semaines plus tard. Alors, j'avoue que même si c'est sympa de revoir les deux catcheurs ensemble parce qu'ils fonctionnent très bien et qu'ils font partie des équipes les plus cool de l'époque, cette période empêche malheureusement Shelton de participer une fois de plus au Money in the Bank, et WrestleMania 23 se fait donc sans lui et sans son partenaire. Pour autant, les deux restent quand même dans une position relativement importante dans la division par équipe, puisqu'ils se lancent en rivalité contre les Hardy Boys, et ils obtiennent d'ailleurs une chance au titre par équipe lors de One Night Stand. Évidemment, avec ces 4 hommes, le match est absolument fou, mais Shelton et Charlie ne récupèrent pas pour autant les titres, et ils continuent alors à errer dans des matchs en équipe, notamment avec une rivalité contre Brian Kendrick et Paul London, jusqu'à ce que Shelton Benjamin soit envoyé à la ECW en fin d'année. Cet envoi dans le 3e show de la WWE, il peut clairement être vu comme une relégation pour Shelton, qui d'une part se sépare de Charlie, mais qui en plus s'éloigne de Raw, le show le plus important de l'entreprise, et pourtant c'est en fait une très grande opportunité pour lui. Déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que quelques mois plus tôt, Shelton a décidé de se teindre les cheveux en blond pour tenter d'apporter un peu de changement à son personnage, et si dans le roster principal ça n'a pas fonctionné vraiment, si ce n'est que ça a fait parler les fans pendant 2-3 jours, à la ECW, Shelton sera bien plus pris au sérieux. À l'époque, c'est Dusty Rhodes qui est en charge de cette branche de l'entreprise, et il dit à Shelton qu'il a beaucoup de talent et que lui seul sait comment l'utiliser, ce qui donne alors d'immenses espoirs à l'ancien champion intercontinental. Dès ses débuts, lors de l'épisode du 20 novembre, il vient à bout de Tommy Dreamer et il enchaîne à partir de là les victoires chaque semaine contre divers membres du roster, et ce passage réussi lui permet de faire un petit retour à SmackDown pour se qualifier pour le Money in the Bank. Alors attention, avec ça il reste quand même dans le 3e show et malheureusement sa série de victoires finit par prendre fin, mais il reste tout de même invaincu dans des matchs 1 contre 1 et se dirige alors plutôt confiant vers WrestleMania 24. Entre temps, il commence à arborer sa tenue en or pour définitivement devenir le gold standard, celui qu'on a été beaucoup à découvrir pendant la génération NT1, et même s'il est toujours aussi bon dans le ring et que la ECW semble essayer de l'utiliser de manière plus intéressante, Shelton n'a malheureusement toujours pas progressé au micro. Et oui, on y revient à chaque fois, malheureusement c'est vraiment ça qui a manqué à Shelton dans sa carrière, et vous allez voir que c'est toujours pas fini. Parce que après WrestleMania, il reste à la ECW pendant de nombreuses semaines où il finit par perdre un premier match contre Kofi Kingston, et après avoir perdu une fois de plus contre lui dans un match Extreme Rules lors de l'épisode du 24 juin, le Gold Standard retourne du côté de SmackDown pour tenter de surfer sur ce qu'il a fait à la ECW. Parce que oui, en soi, même si son run n'est pas exceptionnel là-bas, Shelton a quand même réussi à se réinventer avec ce nouveau personnage, et ça fonctionne très bien, puisque moins d'un mois après son retour à SmackDown, il affronte Eba Matt Hardy lors du Great American Bash pour devenir champion des États-Unis pour la première fois. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est la progression de l'année, puisqu'il reste quand même sur des titres mineurs, mais au moins il récupère une ceinture qu'il n'a jamais eue, et comme pour le titre intercontinental, Shelton va réussir à avoir un plutôt bon règne. Déjà, il se qualifie pour le Championship Scramble pour le titre de la WWE à Unforgiven, et même s'il perd et qu'il enchaîne les défaites dans les semaines suivantes, il défend son titre des États-Unis avec succès lors de Cyber Sunday, et termine sa rivalité contre R-Truth dès le lendemain.
Après, il faut quand même reconnaître que Shelton et son titre ne sont pas extrêmement mis en avant à SmackDown, il ne le défend que très rarement et sert souvent de faire valoir à d'autres catcheurs plus établis ou en passe de le devenir, et comme quasiment chaque année, il se reprend au mois de mars 2009 en se qualifiant pour le Money in the Bank. Oui, je sais, ça commence à être un peu redondant, mais en même temps, ce match, il définit très bien la carrière de Shelton au vu des folies qu'il a fait dedans. Et c'est d'ailleurs sans sa ceinture qu'il va arriver à WrestleMania 25, puisqu'il la perd 2 semaines plus tard contre MVP pour se diriger vers le plus grand show de l'année. Shelton peut donc débarquer à WrestleMania avec encore de nombreux catcheurs de talent et il brille à nouveau dans le match de l'échelle avec un saut qui a marqué tous les fans. Mais comme à son habitude, le Gold Standard ne décroche pas la mallette et il doit encore passer à autre chose. Et bon, là malheureusement, je dois le reconnaître, c'est un petit peu la descente aux enfers pour lui. Il enchaîne les défaites pendant vraiment longtemps puisqu'il ne gagne pas le moindre match en solo entre avril et juin 2009, à tel point qu'il est encore renvoyé à la ECW où il essaye de reprendre en crédibilité. Parce que certes, il perd contre Yoshitatsu à sa première apparition, mais il prend sa revanche dès la semaine suivante et il se lance dans une longue série de victoires qui ne prend fin qu'en octobre avec une défaite contre Sheamus, et qui va l'emmener à repasser du côté des gentils. Avec tout ça, Shelton réussit même à devenir challenger numéro 1 pour le titre de la ECW lors de TLC, et il a un excellent match contre Christian que je vous conseille, mais malheureusement, comme toujours, Shelton ne passe pas à l'étape suivante, et il reste ce catcheur qu'on veut voir réussir, mais qui semble aller nulle part. Avec ça, on arrive début 2010, parce qu'on passe très vite sur son passage à la ECW, vous avez le coffre à catch sur la chaîne L'Univers d'Ajust pour le revivre en détail, et Shelton est donc encore ce même catcheur qu'il était à Raw en 2005, c'est-à-dire ultra talentueux dans le ring mais avec des lacunes au micro qui l'empêchent d'exploser pour de bon malgré de nombreuses tentatives. Et c'est donc après avoir participé au Money in the Bank de WrestleMania 26 que le Gold Standard est licencié par la WWE pour se diriger vers d'autres aventures. Alors, j'avoue qu'au moment de son départ, plus personne ne pensait qu'il allait exploser pour aller chercher un titre mondial. Et pourtant, ça aurait pu le faire, vraiment. Alors, il aurait peut-être pas eu le run de l'année, ça c'est certain, et son niveau au micro serait certainement resté un problème, mais le côté underdog et grand catcheur dans le ring, ça avait quand même beaucoup de potentiel. Mais bon, c'est sûr que dans le catch, il n'y a pas que le talent dans le ring qui parle, la capacité de faire des promos pour vendre son match et se faire apprécier ou détester des fans, c'est aussi très important, et malgré de nombreuses années à la WWE, Shelton Benjamin n'avait visiblement pas trouvé le déclic, et donc il se dirige vers la ROH pour continuer sa carrière sur de plus petites scènes. En parallèle de son apparition à la ROH avec Charlie Haas, il retrouve aussi ce dernier en France, fin 2010, avec la tournée AWR. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, il était passé à l'époque à Bordeaux, Marseille, Dijon, Lille, Cournon d'Auvergne et Rouen. Voilà, je régale un petit peu ceux qui viennent de là-bas. Et après ça, il peut partir pour de bon à la Ring of Honor aux États-Unis. Là-bas, il reforme définitivement son équipe avec Charlie Haas et il remporte même les titres par équipe de la promotion au mois d'avril 2011, et les deux anciens champions tag team à la WWE vont conserver les ceintures pendant un petit moment. Cette période permet à Shelton d'affronter des noms prometteurs du circuit indépendant comme El Generico, Claudio Castagnoli ou encore Adam Cole et Kyle O'Reilly, et ils ne finissent par perdre leur titre qu'en fin d'année 2011 lors de Final Battle au profit des frères Briscoe. Alors, pour être honnête, je ne suivais absolument pas la ROH en 2011-2012, pas plus qu'aujourd'hui, mais c'est quand même cool de retrouver sur YouTube quelques archives du passage de Shelton dans lesquelles on peut voir qu'il avait évidemment rien perdu dans le ring. Combattant maintenant sous le nom de la meilleure équipe du catch, non plus du monde, Haas et Benjamin finissent par venir à bout des Briscoe au mois de mai pour récupérer les ceintures, et ils ont un vrai run complet dans la division par équipe de la Ring of Honor, dans laquelle je trouve qu'ils s'intègrent très bien, et même s'ils perdent les ceintures peu de temps après, Shelton continue son parcours à la ROH, en plus de participer au G1 Climax 2012 à la New Japan Pro Wrestling. Bon, si vous êtes fan de catch, vous connaissez sûrement ce tournoi, mais sinon il faut globalement comprendre que c'est un tournoi qui est organisé chaque année par la NJPW, la promotion de catch majeure au Japon, et on y voit très souvent d'immenses combats. D'ailleurs, Shelton se plaît tellement là-bas qu'il finit par quitter la ROH au mois d'avril 2013, après avoir alterné entre les deux promotions, et il rejoint définitivement la NJPW pour intégrer le clan Suzuki-gun et combattre pour le titre intercontinental détenu par Shinsuke Nakamura. Avec ça, Shelton continue de progresser dans le ring, puisqu'il affronte des catcheurs très expérimentés et talentueux, ce qui donne évidemment des matchs très cool, et année après année, Shelton évolue au Japon, toujours en tant que membre du Suzuki-gun, et participant chaque année au G1 Climax. Là-bas, Shelton passe un excellent moment, et il en parle d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est toujours une de ses promotions favorites, et même si j'ai pas suivi son run et que c'est assez difficile de retrouver des images, de ce que j'en ai entendu, ça avait l'air d'être très cool. Malgré ça, en 2015, il décide quand même de quitter la New Japan pour se diriger vers la Noah, une autre promotion de catch japonaise, où il se met à faire équipe avec un certain Brian Breaker.
rien à voir avec Bron Breakker, à ce moment-là il avait 18 ans, et il reste là-bas un membre constant du Suzuki-gun jusqu'au mois de juillet 2016. Alors, bien sûr, pendant ce temps, il fait plein de choses, surtout par équipe, mais étonnamment, il ne remporte jamais la moindre ceinture, que ce soit seul ou avec un partenaire. Et en vrai, c'est un peu bizarre, parce qu'on a souvent l'habitude de voir des catcheurs prometteurs à la WWE partir à la ROH ou au Japon pour devenir de grandes stars et enchaîner les titres mondiaux, mais à l'époque, ça n'a pas du tout été le cas de Shelton. Il est là en tant que catcheur classique, il combat régulièrement et s'intègre aux histoires et aux tournois proposés par les différentes promotions, mais il ne devient jamais une tête d'affiche. Et donc tout ça va nous mener au SmackDown du 26 juillet 2016. Oui, de nulle part on est de retour à la WWE et aux États-Unis, mais en même temps à l'époque j'ai vraiment vécu cette surprise comme ça. En plein épisode de SmackDown, la WWE diffuse une vignette très cool qui annonce le retour de Shelton Benjamin, et franchement, ça donnait extrêmement envie. À ce moment-là, SmackDown semble entrer dans une nouvelle ère, une ère d'opportunités dans laquelle le show va pouvoir permettre à des catcheurs sous-estimés d'exploser, ce qui se confirme d'ailleurs avec Dolph Ziggler qui devient challenger numéro 1 au titre détenu par Dean Ambrose, ce qui serait absolument jamais arrivé 2 ans plus tôt. Et donc, j'avais d'immenses espoirs pour Shelton Benjamin. Bon, malheureusement, il va pas tout de suite faire son retour, puisqu'il subit une blessure majeure qui l'éloigne des rings et l'empêche de combattre, et il faut donc attendre le mois d'août 2017, soit plus d'1 an plus tard, pour enfin voir Shelton revenir à la WWE. Ce jour-là, on est le 29 août 2017, et Shelton Benjamin fait son retour aux écrans de SmackDown après 7 ans d'absence pour faire équipe avec Chad Gable. Et oui, je suis désolé, mais autant j'ai beaucoup aimé l'équipe, je trouvais ça cool et tout, c'était bien de faire un mélange de l'American Alpha et de la Team Angle qui avait déjà des similitudes dans le côté lutteur amateur, mais franchement pour Shelton, c'est un petit peu dommage. Je dis pas qu'il aurait dû revenir et devenir champion du monde, mais directement le mettre avec Gable en équipe, certes c'était bénéfique pour ce dernier, mais du coup ça rend le retour de Shelton bien moins important. Après, encore une fois, ça restait très bien, les deux enchaînent les victoires et deviennent même challenger numéro 1 au titre par équipe, mais malheureusement ils ne viennent pas à bout des Usos dans un Fatal 4-Way à Clash of Champions, et même s'ils obtiennent une nouvelle opportunité lors du Royal Rumble après être devenus heel, Shelton et Chad n'arrivent toujours pas à reprendre les ceintures. Du coup, tous ceux qui, comme moi, espéraient voir un Shelton revenir à une position cool avec par exemple un titre intercontinental ou même au pire un run de champion par équipe, au final on était plutôt déçus parce que l'équipe de Gable et Benjamin finalement elle fera jamais grand chose à part proposer des matchs sympas et elle se sépare au mois d'avril avec Chad Gable qui est envoyé à Raw. Alors là on pourrait se dire qu'enfin Shelton va pouvoir remonter la pente et effacer les erreurs du passé en s'établissant comme un catcheur important du milieu de carte à SmackDown, sauf que malheureusement c'est pas du tout ce qui se passe. Il lutte dans des matchs assez anecdotiques à SmackDown en faisant des Open Challenge et il revient du côté des gentils. Il participe aux événements classiques genre Royal Rumble, King of the Ring et André the Giant Battle Royale à WrestleMania 35. Et pour être honnête, cette période de sa carrière, elle est très oubliable. En fait, la WWE l'a ramené aux écrans pour faire équipe avec Chad Gable et certainement essayer de pousser ce dernier pour l'emmener plus loin. Mais d'une, ça a pas vraiment marché, surtout vu ce qu'ils en ont fait après, et de deux, après ça, Shelton il avait plus aucune histoire à raconter. Alors, c'est sûr qu'il n'était pas devenu un monstre au micro, donc la WWE se retrouvait un petit peu face au même problème qu'en 2010, mais je pense quand même qu'ils auraient pu tenter quelque chose. Au lieu de ça, Shelton ne combat que très peu durant l'année, et ses apparitions se soldent très souvent par des défaites, ce qui finit par l'emmener du côté de Main Event, un show encore moins important, où il affronte très souvent un certain Cedric Alexander. Mais justement, avec tout ça, on pourrait imaginer que la WWE va se séparer de Shelton, puisqu'ils ont rien à faire avec lui, mais étonnamment, un projet va naître à ce moment-là qui va permettre au catcheur de se relancer un petit peu. Alors qu'il a été envoyé à Raw lors de la draft de 2019 et que la WWE est confinée dans son Performance Center à cause de la pandémie, Shelton Benjamin continue à perdre des matchs importants, notamment contre le champion des États-Unis, Apollo Crews. Cette défaite, évidemment, c'est qu'une de plus ajoutée au triste palmarès de Shelton depuis son retour, mais à ce moment-là, un certain MVP ne va pas prendre cette défaite comme telle. Il promet à Shelton qu'il va lui obtenir une revanche et une semaine plus tard, MVP et Benjamin confirment leur alliance pour entraîner progressivement Shelton dans le clan connu sous le nom du Hurt Business. L'alliance est officialisée un mois plus tard avec Shelton qui tente de se relancer avec le titre 24/7, qui n'est pas vraiment un titre, mais bon soit, et finit par enfin venir à bout d'Apollo Crews grâce à l'aide de ses associés pour définitivement se relancer du côté de Raw. Et là c'était parti. Le Hurt Business continue sa rivalité avec Apollo Crews et Shelton s'éloigne enfin du titre 24/7, il se retrouve dans un clan avec des noms intéressants et prometteurs, et il forme une équipe avec Cedric Alexander, aux côtés de qui il tente de remporter les ceintures par équipe. Ce chemin amène finalement Shelton à TLC 2020 où il vient à bout du New Day aux côtés de son partenaire pour remporter son premier vrai titre depuis son retour en 3 ans, ce qui honnêtement faisait vraiment plaisir. En plus, le Hurt Business, c'est un clan que j'ai personnellement toujours adoré, je trouve qu'ils avaient beaucoup de potentiel, et le fait de réunir ensemble des gars à qui la WWE a jamais donné grand chose, parce qu'à ce moment-là, Lashley avait encore jamais eu de titre mondial, honnêtement, ça fonctionnait très bien.
En plus, le côté classe du Hurt Business avec les costumes et compagnie, c'était très cool, et même ce qu'ils ont fait à Raw Underground, c'était presque le meilleur truc qui est sorti de ce show. Et avec ça, Shelton arrive à donner un réel second souffle à sa carrière, ce qui le mène début 2021 à défendre les titres par équipe régulièrement du côté de Raw. En parallèle de ça, le clan continue à fonctionner très bien puisque Lashley devient champion de la WWE pour la première fois, un accomplissement largement mérité. Mais malheureusement, suite à la perte des titres par équipe quelques jours plus tard, Alexander et Benjamin sont exclus du Hurt Business et ils entrent dans une période difficile avec de nombreuses défaites jusque fin avril. Cette série de défaites, elle va même séparer complètement l'équipe puisque Cedric Alexander s'en prend à Shelton au mois de mai et les deux se lancent dans une série de matchs que Shelton Benjamin va perdre, ce qui le renvoie du côté de Main Event pour encore vivre un été difficile. Mais bon, heureusement, Shelton il va encore être sauvé puisque visiblement la WWE prend un petit peu de recul et réalise que séparer le Hurt Business c'était pas la meilleure des idées. Le clan fonctionnait très bien et il y avait encore des choses à faire avec, et donc c'était reparti. Au mois de septembre 2021, Shelton et Cedric reforment le clan avec Lashley puisqu'à l'époque MVP était blessé, et ils se relancent donc dans la division par équipe jusqu'à la fin de l'année. Mais bon, pour être honnête, si effectivement reformer le clan était une bonne idée et qu'il y avait beaucoup de potentiel, la WWE l'a encore très mal utilisé. Alexander et Benjamin ne décollent toujours pas, ils subissent de nombreuses défaites et n'ont aucune direction claire avec encore des matchs random à Main Event, et tout ça nous mène donc début 2022 où une fois de plus Lashley se sépare de ses deux partenaires pour les laisser seuls sous le nom du Hurt Business. Le clan ne devient alors à ce moment-là plus qu'une équipe avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin, et cette équipe ne va elle-même pas durer bien longtemps puisqu'en mai, Shelton subit une blessure qui l'éloigne des rings et met alors un terme à cette équipe. Après ça, il faudra attendre vraiment un très long moment pour revoir Shelton à Raw puisqu'il revient d'abord à Main Event dans des combats encore anecdotiques, et il ne revient sur les scènes principales qu'au mois de novembre, reformant encore son équipe avec Cedric Alexander début 2023 et commençant à se rapprocher de MVP et Lashley pour teaser un retour du Hurt Business. Malheureusement, ce retour n'aura absolument jamais lieu et Shelton fera alors son dernier match pour la WWE lors du Raw du 19 juin, avant de quitter l'entreprise au mois de septembre après l'expiration de son contrat. Le départ de Shelton à ce moment-là, ça a surpris beaucoup de personnes, déjà parce qu'on était nombreux à espérer un retour du Hurt Business, mais aussi parce qu'il aurait vraiment pu être un atout majeur pour former les futures générations. Et pourtant, malgré tout ça, l'entreprise a décidé de ne pas renouveler son contrat. Au même titre que le départ de Shelton, la séparation du Hurt Business, c'est une décision qu'aujourd'hui j'explique toujours pas, et d'ailleurs même Shelton ne comprend pas pourquoi le clan est pas allé plus loin avec tout le potentiel qu'il avait. Et le départ du Gold Standard le renvoie alors aujourd'hui sur les scènes indépendantes, ce qui l'a mené à faire son retour en France en juin dernier, du côté de l'APC. Avec tout ça, Shelton Benjamin, ça restera quand même toujours un catcheur sous-estimé, puisque même s'il a remporté des titres mineurs et par équipe à la WWE et qu'il est reconnu par beaucoup comme un immense catcheur, ses lacunes au micro et les erreurs de la WWE avec un excellent groupe comme le Hurt Business l'ont toujours empêché d'exploser. Et aujourd'hui, à l'âge de 49 ans, on imagine bien qu'il n'aura pas l'occasion d'avoir un run majeur dans une entreprise. Et oui, vous avez bien entendu, Shelton a presque 50 ans. Je sais qu'on dirait pas, mais c'est vrai et je l'ai découvert en même temps que vous. Du coup, j'imagine que dans les prochaines années, il va combattre de moins en moins et qu'il va surtout aider la prochaine génération en ayant des matchs très cool pour les mettre en avant, et j'espère quand même qu'un jour, il aura une place bien méritée dans le Hall of Fame de la WWE. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à profiter de mon lien affilié au lit et de mes 2 codes promo pour vous régaler des nouvelles saveurs hydratation. Et moi sur ce, je vous attends sur tous mes autres réseaux, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.